on parle des forêts. J'arrive tout essoufflé de cette traversée de Paris. Je te disais, j'ai eu la chance de visiter les 2 tours assez merveilleuses de la Banque Populaire, de déjeuner au 30e étage, d'avoir une belle vue sur Paris, mais c'est pas le sujet du jour, Arnaud. On va pas parler de tours, on va parler d'arbres. Ça va, Arnaud ? Ils en font pousser, en l'occurrence, sur ces tours, quelques arbres. Sur les c'est terrasses, vrai. il me semble. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est végétalisé, comme on dit aujourd'hui, c'est à la mode. Alors, tu vois, avec mon interlocuteur, Jérôme Lamotte, avec qui je déjeunais, il me montrait un endroit dans Paris, il me dit... je me suis posé quand même pas mal de questions. Quelle est cette tache verte ? Pourquoi c'est si vert ? Et quel est ce truc-là ? Je lui dis, c'est le parc des Buttes-Chaumont. Il me dit, non, beaucoup plus petit, les Buttes-Chaumont. Il me dit, ça, c'est le Père-Lachaise. La taille du Père-Lachaise, quand tu le vois de haut comme ça, c'est assez impressionnant. Bref, le Père-Lachaise, est-ce qu'on y plante des arbres ? On va parler de forêt, en tout cas, aujourd'hui avec toi, Arnaud. Toi, t'es le CEO de France Vallée et le président de l'asso Horizon 2050. Tu vas me raconter un peu ce que vous faites et pourquoi tu es legit pour me parler de forêt et d'arbres. Eh bien, je l'étais pas il y a pas si longtemps que ça. Ça m'a pris un peu d'un coup, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Enfin, on a commencé à s'y intéresser avec mon associé en 2010. Oui, il y a un peu de temps quand même, ça va. Oui. Mais c'était complètement nouveau. À l'horizon des arbres, c'est pas long, c'est ce que tu veux dire, c'est exactement. La forêt, c'est 2% de croissance annuelle. Donc voilà, pour faire une forêt de chêne, il faut 120 ans. Donc ça donne des perspectives. Et en général, les travaux qu'on y conduit, on les fait pas pour soi. C'est pour les générations futures. Et quand on coupe des arbres pour faire un peu de prélèvement, eh bien, c'est des arbres qui ont été plantés par quelques générations avant nous. Donc c'est une espèce de grand cycle comme ça. Donc effectivement, c'est très court à l'échelle de la forêt. Oui, en fait, moi j'ai toujours travaillé dans le capital investissement. Et il se trouve qu'après la crise de 2008, on s'interrogeait sur les typologies d'actifs un peu nouveaux qu'on pouvait proposer à des investisseurs. Et un petit peu par hasard, on a découvert la forêt, on a vu que personne véritablement s'était emparé de ce sujet-là comme un sujet collectif. Voilà. Okay. Voilà. Et donc on a décidé de le faire parce qu'en regardant l'historique de la forêt, ses performances, la manière de le gérer, on s'est rendu compte que il y avait quelque chose à construire pour lui donner sa place dans l'épargne de manière générale. Et donc tu t'y es mis à fond. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec France Vallée sur les forêts et les arbres ? Eh bien, on a monté, on appelle ça des groupements forestiers d'investissement. Ça peut s'apparenter à une forme de fonds, ça peut ressembler un peu à une SCPI, qui collecte des capitaux auprès d'investisseurs, de particuliers. On en a 20 000 aujourd'hui, également d'institutionnels qui investissent dans ces groupements forestiers d'investissement. Et avec ces capitaux, on achète des forêts en France, en Europe. On est dans 10 pays aujourd'hui. Et on en assure la gestion sur la base d'un cahier des charges assez large, puisqu'il y a à la fois des objectifs financiers pour nos investisseurs, mais il y a aussi des objectifs d'impact qui sont associés à ça, sur les sujets comme le carbone, la biodiversité. Tout ça dans un univers qui évolue beaucoup, à cause notamment du réchauffement climatique. Donc ça suppose de prendre des décisions de gestion aujourd'hui pour précisément ce qui se passera peut-être dans 100 ans. Est-ce que notre forêt sera encore viable dans 100 ans, dans le contexte qu'on aura à ce moment-là. Donc voilà, c'est ça notre activité. Et donc de rendre accessible à tous la forêt. Parce qu'en fait, si tu veux t'acheter toi demain une forêt, tu pourras le faire. Alors ça prend un peu de temps à trouver. C'est un peu comme le marché de l'art. C'est pas les premières qu'on voit sur un site internet qui sont les plus intéressantes. Les transactions se font de manière plutôt privée. Et puis, une fois que tu auras trouvé, il faudra que ce soit une forêt qui fasse au moins une 50aine d'hectares pour être viable économiquement. Et aujourd'hui, des forêts de belle qualité, ça peut être une quinzaine de milliers d'euros par hectare. Donc, tu vois, ça commence à faire des investissements financièrement très lourds que la plupart des particuliers peuvent évidemment pas s'offrir. Et donc, 750 000, 50 hectares x 15, c'est ça à peu près, ouais, je me trompe pas. Exactement. Ça, c'est, on va dire, une taille pas minimum, mais pas loin pour avoir un truc c'est le ticket d'entrée pour avoir quelque chose de qualitatif. Ok. Voilà. Et encore, quand tu as fait ça, tu as une forêt. Et tu as un seul endroit géographique, donc en termes de diversification de risques, tempête, pas terrible. Souvent, ta forêt va être... il va y avoir plusieurs essences, mais elle est quand même très concentrée autour d'une essence, autour d'une espèce d'arbre. Okay. Et là aussi, tu n'as pas de diversification. Et souvent, tu vas avoir une forêt dont les arbres vont être à peu près tous de la même maturité. C'est-à-dire que tu es planté grosso modo à peu près au même moment, même géré de manière continue. Et donc là aussi, tu n'as pas beaucoup de maturité. C'est-à-dire que le jour où dans ta forêt, tu fais une grosse exploitation, tu t'en feras plus du tout, tu n'auras plus aucun revenu pendant les 25 années qui suivent. Okay. Voilà. Donc l'idée, c'était de rendre ça accessible financièrement,
d'apporter une diversification comme le fait n'importe quel fonds sur n'importe quel actif. D'ailleurs, de ce point de vue-là, tu te constitues un portefeuille action, voilà, tu ne vas pas te concentrer sur une ou deux valeurs. Là, c'est pareil, il s'agit de diversifier. Et donc, nos fonds sont accessibles à partir de 1 000 €. Voilà, donc c'est très, très ouvert. Et derrière, il y a un portefeuille très important, puisque aujourd'hui, notre principal fonds, le GFI France Value Patrimoine, il a 120 forêts. Il est dans une quarantaine de départements, il y a une bonne douzaine d'essences objectifs. Toute maturité, on a 20-25% de forêts qui sont jeunes, dans lesquelles on peut encore faire des investissements, qui ne produisent pas de revenus. On en a 20-25% qui sont plus âgés, dans lesquels on va pouvoir faire quelques prélèvements et avoir des revenus. Et puis le reste, le ventre mou du fonds, à peu près la moitié, c'est des forêts dites de capitalisation. Ok. Donc je note certains mots, on va parler d'hectares, de taille de forêt, on va parler d'essence, donc ça c'est les typologies d'arbres, tu me raconteras un peu s'il y a des typologies d'arbres qui valent plus ou moins, ou voilà. On parle de maturité, donc ça c'est l'âge des arbres, j'imagine qu'il y a d'autres critères de gestion, d'élagage, peut-être ensoleillement, de vallonnage, je sais pas comment on dit, mais voilà. Est-ce que c'est plat, est-ce que c'est est-ce que c'est près d'une rivière ou d'un étang, ou est-ce que non, est-ce que c'est sensible au réchauffement climatique ou pas, enfin j'imagine qu'il y a énormément de choses comme ça qu'il faut connaître. Je voudrais qu'on rentre un peu là-dedans, ça c'est vraiment la technique de la forêt. Maintenant, je voudrais aussi qu'on parle finance, très clairement. Dans le dernier épisode que j'ai enregistré, le seul épisode que j'ai enregistré sur le sujet, j'en suis sorti en me disant ouais c'est cool, mais c'est quand même un truc peut-être que je refilerai à mes enfants plus tard, qui va pas rapporter grand chose. C'est mon souvenir vague. Je te parle d'un épisode qui date de 2020 avec Baudouin Verken des Coteries. C'était l'épisode 17, tu vois, donc on doit être à 230-ish. Et donc j'avais trouvé ça, en effet, une fois de plus super, mais je me disais pas, on n'est pas dans la crypto, quoi, tu vois. Enfin, alors je prends pas trop de risques, voilà. Cela dit, en effet, je me souviens un peu de ce que tu dis là. C'est que tu peux quand même un peu te planter, tu peux mal acheter au début, tu peux... voilà. J'imagine qu'il y a... Pour prendre un peu de hauteur avant de rentrer là-dedans, dans l'aspect très financier, il y a aussi des aspects politiques, c'est-à-dire que quand un pays comme le Brésil déforeste à mort, si c'est toujours le cas, mais en tout cas c'est ce qu'on dit ici, vu d'ici, si j'ai bien lu, nous on est en train de reforester. En tout cas, il y a de plus en plus de forêts depuis quelques temps, j'ai lu ça il y a 2 ou 3 semaines. Donc il y a peut-être des incentives en plus qui sont arrivés ces 5 dernières années. Enfin, est-ce qu'on est poussé à faire tout ça ? Est-ce que, j'ai 1 million de questions, je te fais des questions tiroirs, j'y reviendrai, mais est-ce qu'il y a des nouvelles techniques ? Parce que tu disais par exemple cette forêt elle est probablement à maturité ou vieille ou etc. J'imagine que moi demain je me mettrais à faire une forêt, je me disais je vais replanter tous les 5 ans ou tous les 2 ans ou tous les ans pour avoir un truc qui roule en fait, j'imagine. Enfin voilà, 1 million de questions, mais venons déjà sur les aspects... peut-être holistique, politique, l'état des forêts. La forêt, c'est un sujet politique. Okay. Et c'est un sujet d'ailleurs réglementé par les politiques. Et ces politiques évoluent. Mais typiquement, effectivement, au Brésil, on a suivi ça dans les médias. Au gré des élections présidentielles et de la tendance du président élu, la forêt se reforeste ou se déforeste. En réalité, elle se déforeste au Brésil, elle se déforeste en Afrique, même encore très largement, même si le rythme a un petit peu diminué. Par contre, effectivement, en Europe, elle a cru. C'est-à-dire que même typiquement en France, la surface forestière a doublé depuis 1850 parce qu'on utilisait beaucoup le bois jusque cette époque, et progressivement ça a été remplacé notamment dans les aciéries par le charbon et beaucoup des autres modes de production d'énergie. Et on a également une phase de déprise agricole pendant laquelle, là où les agriculteurs partaient, où l'élevage diminuait, on plantait des forêts. Et donc en fait la surface, grosso modo, il y a une forêt sur 2 en France que tu regardes qui n'était pas là il y a 150 ans. Okay. Et en Europe, de manière générale, elle gagne un petit peu tous les ans sur les territoires, parce qu'il y a un peu de plantation, mais surtout parce que assez naturellement elle s'étend sur des terres moins utilisées. Et donc on n'a aucun problème de déforestation en Europe. Par contre, on peut avoir des problèmes de mode de gestion de la forêt. Typiquement, historiquement, la forêt a toujours été maniée par l'homme. C'est qu'en France, il n'y a pas une seule forêt, je dirais, primaire, ça n'existe pas. Elles ont toutes été maniées par l'homme, pour son besoin. Alors une fois, ça va être faire des glands pour les cochons, une fois, ça va être du bois pour la flotte de la marine, une autre fois, ça va être pour fournir de l'énergie, mais elle a toujours été façonnée. Et tu veux dire que, pardon, en France, il n'y a pas une forêt, un endroit
où on la laisse totalement se gérer, même pas des parcs naturels ou des choses comme ça, où ils sont toujours un peu élagués, tout est toujours contrôlé par l'homme. Oui, alors il y a des forêts dites naturelles, c'est-à-dire dans lesquelles on va laisser la nature se développer d'elle-même, et on va éventuellement accompagner le développement, ce que produit la nature, sans changer le faciès de la forêt. Mais c'est pas des forêts primaires, elles ont été changées. Typiquement, quand on regarde des forêts de chênes dans le Morvan, mais c'est des chênes qui ont été plantés pour fournir des glands pour les cochons. Donc, globalement, pas de forêt primaire, mais par contre effectivement de la forêt naturelle, et puis des modes de gestion très variés qui vont préserver la forêt, préserver les sols, et également préparer la forêt à l'adaptation du changement climatique que tu évoquais. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas de forêt primaire, ça veut dire de forêt qui s'est gérée un peu toute seule, qu'on a laissé tranquille, de totale nature, quoi. Exactement, et par contre il y a des forêts dites naturelles, c'est-à-dire dans lesquelles, après qu'elles aient été maniées par l'homme, on décide finalement de ne plus y retourner, de les laisser se développer d'elles-mêmes, ou d'accompagner ce que la nature produit sans changer le faciès de la forêt. Mais les forêts qui depuis l'origine n'ont pas été manipulées par l'homme, en France il n'y en a plus. Ok, mais j'imagine qu'il faut quoi pour qu'elles reviennent un peu à l'état naturel, c'est peut-être quelques dizaines d'années ou plus. Ça peut être beaucoup plus long que ça dépend de l'usage des sols qu'on avait avant. Un sol qui a été tassé typiquement, il lui faut une centaine d'années pour retrouver sa fonction de transformation des éléments organiques en éléments minéraux, 100 ans. Quand ça fonctionne d'ailleurs. Et puis, effectivement, les arbres peuvent pousser rapidement. Si je plante du pin maritime, ça va mettre 35 ans. Par contre, si je veux vraiment créer un biotope complet, ça peut mettre énormément de temps pour parce qu'il y a des espèces qui doivent revenir, voire des espèces qui ne reviendront pas, voire des espèces qui n'existent plus. Qu'on ne veut pas voir revenir d'ailleurs, parce qu'on sait qu'elles sont condamnées à terme. Tout à fait. Super intéressant. Tu vois, pour moi, l'anecdote, c'est quand même mon grand-père, moi c'était dans le Jura, il avait une coupe. Tu sais ce que c'est, mais les gens qui nous écoutent, les Parisiens en tout cas purs, ils savent pas, quoi. Mais donc ils avaient, c'est assez marrant, c'était un peu un contrat avec les communes où ils avaient le droit, on leur donnait tous les ans, ça changeait de montagne, ça changeait un peu, et puis on débarquait, hache, tronçonneuse, etc. On avait le droit de couper. Alors ils voulaient garder les pins à l'époque, je sais pas si c'est toujours ça, j'imagine, mais pour avoir des belles forêts de pins, je sais pas à quoi ça sert, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Et nous on allait couper tout le reste pour faire le bois de l'hiver, en fait. Ça s'appelle des contrats d'affouage, et ça existe encore dans quelques communes où effectivement alors c'est par tirage au sort, ou quand il y a beaucoup de volontaires, où effectivement on va permettre à tout à chacun d'aller prélever le bois qu'il va prendre pour lui, pour chauffer, faire son feu de cheminée, ou pour le revendre ensuite, c'est-à-dire il va le façonner, le découper pour ensuite le revendre. Donc c'est encore assez répandu. Dieu sait que je raconte des anecdotes, mais première fois que je raconte que j'ai été bûcheron. J'ai fait des étés stage bûcheron chez mon grand-père avec mon oncle, tronçonneuse, tout ça. C'était cool, hein. Cela dit, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Tu rentres un peu tu vas un peu dans les forêts, t'as fait ça de moins en moins, mais les premières années, je faisais 70 000 km par an de voiture pour aller visiter les forêts une par une avant de faire nos acquisitions, pour mettre en place la gestion, s'assurer que tout était bien fait. Et bizarrement, il y a rarement une gare ou un aéroport à côté, donc il faut prendre sa voiture, il faut y aller soi-même. Et mais c'était pour mon plus grand bonheur. Et d'ailleurs, j'ai fait promettre à mon épouse qu'un jour, elle me demandait ce que je voulais pour un anniversaire. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'un jour, je vais te poser une question, je te demandais, est-ce que tu veux bien aller camper avec moi à un endroit? Il faudra que tu répondes oui, parce que j'ai vu tellement d'endroits fabuleux. J'ai absolument envie d'y retourner, avec plus de temps. Tu me le donneras, cet endroit? Tu t'en as un en tête déjà? Plusieurs. Ah, cool. Mais je te donnerai pas. À moi, juste, en off. Du coup, ce serait du camping sauvage en plus. Ça existe encore les off? Ouais, ça existe encore les off. Non, c'est vrai que ça doit être cool, et c'est vrai qu'en France, on se rend pas bien compte. On se dit qu'on est moins grand que les États-Unis ou des choses comme ça, mais il y a quand même encore des endroits bien loin. Et d'ailleurs, j'imagine que ça, c'est un secret, c'est-à-dire que contrairement à l'immobilier, où finalement le plus t'es au centre du monde, le plus proche des gares, des choses, des endroits où ça compte, là peut-être que le plus t'es loin, le plus t'as des belles forêts, des choses qui sont non, pas forcément moins exposées. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir nous y rendre, évidemment, et aussi de faire en sorte qu'elle puisse intéresser typiquement un sieur qui va avoir besoin de bois pour remplir son outil de travail. Et donc il faut qu'il puisse y avoir des routes qui arrivent jusque-là, des chemins dans la forêt. Donc la problématique de l'accès est une problématique importante. Si on est dans des zones escarpées, tu peux avoir une très très belle forêt, mais si tu peux juste regarder tes bois et ne rien en faire, évidemment, d'un point de vue financier, s'il faut les extracter en hélicoptère, c'est tout de suite le modèle économique, ça marche plus compliqué.
Alors vas-y, explique-moi le modèle économique d'une forêt. Où est-ce que quels sont les flux financiers autour? Comment ça se passe? Parce qu'en effet, là, ce que tu viens de dire, c'est vrai que moi, je voyais un peu la beauté de la forêt, mais bon, en effet, si t'es près d'une scierie, j'imagine, c'est beaucoup mieux. Quoique, une fois chargé sur un camion, ça doit plus coûter grand-chose de l'envoyer à 100 km ou 300 km. Oui, le transport est pas si coûteux que ça, mais le modèle économique, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est que la forêt croît naturellement. Donc si tu t'achètes un stock de bois, finalement, un stock de bois sur pied, présent dans ta forêt, et il croît mécaniquement tous les ans, alors plus ou moins vite en fonction des essences, plus ou moins vite en fonction des années. Là, typiquement, cette année, forte chaleur, beaucoup de pluie, ça, c'est de la production plus importante dans les forêts. Ok, donc croître, ça veut dire, là-dessus, c'est pas des nouveaux arbres, c'est tes arbres grossissent, et donc ils prennent 2%, tu disais tout à l'heure, peut-être 3 les bonnes années, donc t'as 3% de bois en plus tous les ans. Juste pour comprendre, ça se mesure comment? Tu peux le faire avec un satellite? On le fait physiquement sur le terrain, c'est-à-dire qu'on en fait, quand on achète une forêt, bien souvent on fait un inventaire en plein, c'est-à-dire qu'on compte tous les arbres de plus de 30 cm, on prend tous les diamètres, toutes les hauteurs, on les trie par qualité, par essence, par prix, et on évalue le stock. Mais ils sont marqués, il y a un truc, c'est écrit dans un logiciel, il y a l'arbre 278 12 22 ou... Non, alors on a quelques arbres témoins, effectivement, dont on garde les points GPS pour pouvoir revenir ensuite les années suivantes et mesurer leur progression d'une année sur l'autre, et donc c'est comme ça qu'on se fait une idée assez précise de l'accroissement naturel. Mais sinon, non, ils sont pas marqués, sauf quand on fait vraiment ce type d'inventaire pied à pied, on met un petit point dessus pour être certain de ne pas compter l'arbre deux fois quand on se promène, quand on se déplace dans la forêt. Mais sinon, on fait plutôt des inventaires statistiques, c'est-à-dire qu'on choisit quelques endroits dans la forêt, on fait un point et on compte 1 hectare autour de nous, tout ce qui est présent, et on le fait dans des endroits représentatifs de la forêt pour extrapoler sur toute la surface après. Donc là, il n'y a pas d'inventaire pied à pied. Voilà. Ok. Donc là, tu as cet inventaire, et après, tu vas voir comment il grandit, comment il croît. Voilà. Et donc, nous, l'objectif dans la gestion globale de notre groupement forestier d'investissement, c'est de prélever moins que l'accroissement naturel. On prélève un petit peu, j'y reviendrai, c'est notre flux de revenus, mais d'avoir un stock qui progresse tout en réalisant quelques prélèvements. Le prélèvement, c'est la coupe. Je coupe des arbres et je prends le bois. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Mais il y a mille une manières de faire les prélèvements pour y revenir. Et au-delà de l'augmentation de volume, on veille à ce qu'il y ait une augmentation qualitative. C'est-à-dire que quand je fais des prélèvements, pour reprendre ce mot, je vais commencer d'abord par prélever les arbres qui sont les moins bienvenants. Donc l'arbre un peu petit, concurrencé, tordu, ou qui a des défauts de pied, des pourritures, des branchages trop bas. Concurrencé, ça veut dire qu'il a un autre arbre dans le périmètre et qu'il faut dégager parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui... Exactement, c'est une compétition vers la lumière permanente en forêt. Et donc on essaie de favoriser ceux qui sont les mieux partis, qui vont être les plus rectilignes typiquement. Et donc on améliore la qualité moyenne des arbres dans notre forêt et donc la valeur de ce stock, indépendamment du volume lui-même, donc qui progresse année après année. Et puis il y a un effet important, c'est que donc nous, la métrique que l'on regarde, c'est le prix au mètre cube. Le mètre cube de bois. Et si je prends un chêne d'un mètre cube, par exemple, il va peut-être avoir une valeur de 120 € du mètre cube, donc mon arbre vaut 120 €. Un chêne, ça peut faire un mètre cube, parce que 1 mètre cube, ça paraît pas, enfin c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ça paraît pas grand comme ça, mais quand tu l'as devant toi, ça fait un gros truc. Mais ça fait déjà un truc pas mal, mais ça reste un arbre assez jeune. Tu peux avoir un chêne qui fait 4 mètres cubes. Oui. Ok. Jusqu'à combien? 4 mètres cubes, c'est pas mal. C'est déjà très gros. Okay. Et simplement, si je prends mon arbre et que je reviens un peu plus tard, il fait 2 mètres cubes, on me dit il valait 120 €, maintenant il va donc valoir 240, pas du tout, il peut valoir 350. C'est-à-dire que le prix au mètre cube est d'autant plus important que l'arbre est gros. Et donc tu as un effet volume, c'est-à-dire que mon volume est multiplié par 2, mais ma valeur typiquement peut être multipliée par 3. Donc ton intérêt composé, il est bien senti sur les arbres, parce que non seulement tu es 2% par an sur un arbre qui fait déjà 1 mètre cube, 2% d'un mètre cube, puis 2% de 2 mètres cubes, c'est quand même plus la même chose. Non, c'est sûr. Et en plus, si ton prix augmente en parallèle, tu fais fois 4 ou fois... Et quand j'ai dit ça, j'ai pas encore parlé du marché, c'est-à-dire que j'ai pas parlé de l'évolution du prix du bois en fonction de l'offre et de la demande, j'ai pas parlé de l'évolution de la valeur des forêts en fonction de l'offre et de la demande. Évidemment, ça joue aussi de manière importante. Donc là, je te prends au mot, un chêne, ça vaut entre 120 et 600-700 €. Une fois qu'il est arrivé à un âge d'exploitabilité, disons. Absolument. Et si moi j'ai un gros chêne dans mon jardin, un gros chêne dans mon jardin seul, et il m'emmerde et que j'ai envie de m'en débarrasser, 700 €, le mec qui vient le chercher ou la femme qui vient le chercher,
Il me dit, il le prend, mais il me donne rien, non? Tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un pour le faire, parce qu'effectivement, il faut qu'il se déplace, il réalise l'exploitation, et bien souvent, l'arbre du fond de ton jardin, c'est pas le plus beau. Esthétiquement, il est certainement magnifique, mais par contre, s'il n'a pas eu cette concurrence pour atteindre la lumière avec des arbres autour de lui, naturellement, il n'a pas eu besoin de s'élancer, donc il sera plutôt pas très haut. Il va y avoir des départs de branches assez bas, donc les propriétés mécaniques et physiques de l'arbre sont pas celles qui sont cherchées par ceux qui aujourd'hui les exploitent et les travaillent pour les revendre. Ok, donc on comprend un peu l'idée du pourquoi je dois payer quand même quelqu'un qui vient couper mon arbre dans mon jardin, quoi. Ok, quels sont les arbres qui valent le plus cher? Aujourd'hui, clairement, le chêne, c'est l'essence reine en France. C'est un des plus recherchés, et notamment parce que on ne le fait pas du jour au lendemain. Je te disais tout à l'heure, un pin maritime, tu le fais en 35 ans. Un chêne, à maturité, c'est 120, 140 ans. Donc effectivement, il est normal qu'il ait un peu plus de valeur une fois qu'il est arrivé à maturité. Et ensuite, c'est extrêmement variable, et ça dépend, et c'est variable dans le temps. C'est-à-dire que le chêne a beaucoup augmenté ces derniers temps. Par contre, on voit que le sapin a un petit peu plus de mal. Il y a des éléments exogènes sur les marchés du bois, sur les usages du bois qui font que leur valeur évolue. Typiquement, moins de demande pour le sapin parce qu'il y a eu beaucoup d'épicéas qui ont été mis sur le marché pendant un temps. Ils se font un peu concurrence tous les deux, mais l'épicéa était préféré des industriels. Le hêtre a connu très très belles années jusque peut-être début des années 2000 et beaucoup plus compliqué depuis. Ce sont des marchés qui étaient des marchés pour la Chine qui n'existent quasiment plus aujourd'hui, beaucoup moins. Voilà. Donc il y a beaucoup d'éléments facteurs exogènes. Et si tu regardes l'actualité récente, avec la sortie du Covid, les difficultés d'avoir des matériaux pour fabriquer une extension, sa maison avec de l'ossature bois, les prix ont explosé. La guerre en Ukraine fait exploser également le prix du bois énergie, qui a quasi doublé par endroit. Alors ça a rebaissé depuis. Le bois énergie, c'est celui qu'on fait brûler, quoi. C'est ça. Okay. Ah ouais. Et parce que la Russie, c'était 17% des importations de bois en Europe. Donc il fallait trouver des solutions alternatives. Et l'usine forêt, on ne peut pas lui demander de faire plus qu'à ce qu'elle fait. Et on ne peut pas en créer davantage. En tout cas, tu peux mettre de l'engrais, mais ça change pas. En l'occurrence, on ne le fait pas. Mais non. Donc, et c'est d'ailleurs un des intérêts de la forêt, c'est-à-dire que c'est un actif qui est délimité physiquement. Et encore une fois, si je doublais la production de bois en Europe, je ne peux pas doubler la surface de forêt. Voilà. Ok. Si demain, je reprends certains de tes volumes, je me dis j'achète un terrain de 50 hectares, et je me dis tiens, je vais faire une forêt. Il n'y a rien dessus, il est ratiboisé, je vais faire une forêt. Je t'écoute, je me dis je vais mettre que des chênes. Moi, j'imagine que c'est une mauvaise idée, mais bon, peu importe. Je vais les planter tous d'un coup. Et puis... dans 10 ans, je les revendrai, j'aurai plein de petits chênes. Voilà, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Est-ce que ça peut vraiment valoir quelque chose? Oui, alors il faudra que tu aies vérifié que la nature des sols est propice au développement du chêne. Tu vas pas mettre des chênes sur des sols sableux avec avec l'eau qui filtre et qui descend trop profondément. Un chêne, sur sa durée de vie, ça consomme 200 litres d'eau par jour. Donc il faut qu'il y ait un peu d'eau dans ton sol. 200 litres d'eau par jour. Ouais, en moyenne sur sa durée de vie. Ouais. Ouais, c'est bien dans le nord de la France, quoi, ou dans l'ouest. Ou dans des sols limoneux, des sols argileux, plus que dans du sable. Au contraire, le pin maritime, lui, qui a besoin de moins d'eau, il sera très très bien. C'est pour ça qu'il pousse très bien dans les Landes. Ouais. Donc, vérifier que ton sol est bon. Ensuite, vérifier que le climat que tu as aujourd'hui, mais que tu auras dans 100 ans, est adapté aux chênes. Et il y a plusieurs typologies de chênes. Donc là, il ne faudra pas te tromper aussi sur ce que tu plantes. Et puis, si tout ça est réuni, et qu'en plus de ça, tes 50 hectares sont accessibles, tu auras potentiellement quelque chose qui a de la valeur. Alors, un petit peu pour toi dans 10 ans, peut-être attendre encore un petit peu davantage, mais potentiellement pour tes enfants, tes petits-enfants, et qui auront progressivement aidé la forêt à se développer pour produire des arbres de meilleure qualité. Qu'est-ce qui m'aura coûté pendant 10 ans Il y a un peu d'entretien ou je peux les laisser comme ça et puis... Non, il y a de l'entretien. En gros, tu achètes, tu payes le prix du sol, tu payes ensuite le coût de ta plantation, les plants en eux-mêmes et puis la réalisation de la plantation. C'est pas de la semence, juste je balance des graines, quoi. Faut planter plan par plan. Alors, tu peux le faire comme ça. Il y a un très beau livre de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Extraordinaire. Lisez ce livre, mais extraordinaire. 70 pages de pur bonheur. Ouais, c'est un petit bijou. Un bijou, ouais. Et soit tu vas vraiment planter des plants,
mais il va falloir que tu t'assures qu'il ne soit pas dévoré par le gibier, donc tu vas éventuellement mettre des protections, tu vas même peut-être parfois dans certains cas devoir clôturer ta plantation, donc ça c'est un coût. Et une fois que c'est parti, une fois qu'elle est tirée d'affaire, disons, tu vas faire une première, ce qu'on appelle un dépressage, c'est-à-dire que commencer à faire un petit peu de sélection dans ta forêt pour l'aider à croître plus rapidement et avec des arbres de meilleure qualité. Donc il y a un investissement, disons, pendant les 15-20 premières années, et c'est seulement après que tes tout premiers prélèvements que tu vas faire ici ou là dans la forêt peuvent commencer à te rapporter un petit peu. Alors, j'imagine que certains experts, au bout de 15 ans, peuvent se dire, bon, là, ça sent bon, ça me plaît, je l'achète. Ça a été bien fait, les choix sont bons, ça a été bien conduit, et c'est une forêt qui a de l'avenir. Et très bien, idéalement, on fait quand même un peu de mélange, on met pas que des hêtres, des chênes et des... Si oui. Non, tout à fait, il faut mélanger. En fait, il y a eu très longtemps, encore une fois, la forêt, c'est une affaire de paysans, et donc elle a été regardée comme un champ de blé, finalement, dans lequel on a une coupe différée dans le temps, mais finalement, ça n'est jamais qu'une production naturelle pour l'usage humain. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, la monoculture pose des difficultés. Typiquement, c'est un petit peu comme si, l'image n'est pas forcément très élégante, mais si je prends une population de personnes de plus de 80 ans en plein Covid et que je les mets tous dans la même ville, je suis à peu près certain qu'ils vont tous disparaître. Si par contre, si je les dissémine dans une population saine, ils ont beaucoup plus de chances de résister. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans la nature, où on essaye d'avoir dans nos forêts, de créer des biotopes qui soient résistants, et ça suppose d'avoir une variété d'arbres pour que se développe une biodiversité qui elle-même donnera un peu plus de résilience à la forêt. Et alors cette forêt, elle peut pas me rapporter quand même sur ces 10, 15, 20, 30 années d'autres choses ? Enfin, je pense aux chasses par exemple. Un petit peu, en effet. Ça peut pas être rentable ? Si, la chasse va te rapporter un petit peu, ça représente à peu près 10% de... Ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu vas louer ta forêt à des chasseurs pour qu'ils fassent eux-mêmes des prélèvements, mais là on parle plus de prélèvements d'arbres, mais des prélèvements d'animaux. Ouais. Ça se loue combien une chasse ? Si tu es dans le quart sud-est, ça se loue pas, ou plutôt c'est gratuit. Et si tu es dans des zones avec un peu plus de... Typiquement, tu te demandais si comme l'immobilier... tu étais proche d'une grande ville, plus tu es proche d'une grande ville, plus tu vas avoir de candidats chasseurs, et donc là tu peux louer à 100, 150 euros de l'hectare. Par an ? Par an, oui, absolument. Okay. Et que ce soit loué ou pas, de toute façon, il faudra que ta forêt soit chassée. Parce que si elle ne l'est pas, le gibier va proliférer, s'y installer. Alors d'abord, tu vas prendre des problèmes avec tes voisins qui vont se plaindre, des agriculteurs éventuellement, parce qu'il y a des dégâts qui sont faits par le gibier. Et toi-même, dans ta forêt, tu vas avoir des dégâts. C'est-à-dire que tu n'auras plus une herbe qui pousse parce que tout est mangé. Si tu plantes des glands, ils vont être déterrés. Si tu as des cervidés, ils vont venir frotter leur bois sur les arbres et les abîmer. Donc à la fin, tu as complètement déséquilibré la biodiversité dans ta forêt et tu ne pourras plus faire pousser grand-chose. Donc en fait, il faut trouver un équilibre, on appelle ça l'équilibre sylvo-cynégétique, entre le gibier et la flore. J'aimerais avoir ton vocabulaire là-dessus pour l'expliquer de temps en temps à certaines personnes qui te disent qu'il faut que la chasse disparaisse, mais en l'occurrence, dans plein d'endroits, en effet, c'est totalement nécessaire, et pas que pour l'agriculture, même pour les forêts, quoi. C'est intéressant. C'est un accompagnement de la forêt, la chasse, très clairement. Sachant que c'est pareil, totalement contrôlé, c'est-à-dire que tu as le droit de prélever tant de sangliers, tant de rennes ou de je ne sais quoi, plutôt de cerfs. C'est extrêmement contrôlé, et d'ailleurs nous on met un peu la pression sur les chasseurs pour être certains qu'ils font bien le tableau de chasse, c'est-à-dire les bracelets qu'ils ont obtenus, parce que s'ils ne sont pas faits, nous ça veut dire que la population augmente trop dans la forêt, donc on essaye de faire en sorte que les chasseurs exécutent bien le plan de chasse. Donc toi, c'est là où ça devient très compliqué, selon les endroits où tu es installé, il y a des endroits où tu vas louer la chasse, d'autres où tu vas limite payer pour qu'ils viennent chasser. Enfin, peut-être on n'en est pas encore là, mais ça viendra peut-être un moment où il faudra le faire, tout à fait. Okay. Mais c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on trouve toujours des chasseurs, même si il y en a de moins en moins globalement en France. Pourquoi dans le sud-est ? Parce qu'il n'y a pas de grosses villes, parce qu'il y a beaucoup de gibier, pourquoi ça... Je ne saurais pas te dire, d'abord parce qu'il n'y a quasiment pas de forêt, c'est pas une région très propice compte tenu des sols et du climat, mais j'imagine qu'il n'y avait pas suffisamment de candidats dans des zones moins habitées. Ok. Est-ce que tu peux me décrire, parce que j'allais te dire l'inverse, tu vois, en effet moi j'ai des terres en Corse de famille, forêt là-bas zéro, on est d'accord, on fait du maquis, ça rapporte rien, on peut rien faire en Corse. Il y a quelques endroits, tu peux faire du pain laricio de Corse, qui s'appelle comme ça, qui est un joli résineux, je vois très bien. Pour lequel il y a des marchés. Il faut être plutôt dans les montagnes un peu peut-être là-dedans, non ? Oui, il faut un peu de fraîcheur. Moi je suis dans les plaines, c'est zéro fraîcheur de toute l'année. Décris-moi la forêt parfaite.
La forêt parfaite, elle est où? Elle a quoi? Elle a quoi comme... elle fait quelle taille? Elle a quels arbres? Quelle variété? Quelle maturité? Elle est taille importante, elle est disons 500 000 hectares. Ok. Pour obtenir la rotation que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu plantes... Ça, elle existe. Hein. Des forêts de 1000 hectares, il en existe. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. 1000 hectares, elle vaut 7,5 millions ou 75 millions? Attends, que je me dise pas de... Alors, ça dépendra si j'ai 75 millions en l'occurrence, mais si la forêt est très pauvre, elle peut avoir beaucoup moins. Si elle est très riche, elle vaudra beaucoup plus. Mais on a en moyenne dans nos portefeuilles, la surface moyenne, c'est à peu près 140 hectares. Okay. Et donc nous, ça nous permet encore une fois, là je réponds à la question, si tu achetais une seule forêt. Là, nous, on en a beaucoup. Et donc en fait, la diversification, on l'obtient avec plusieurs transactions sur des forêts de taille. C'est mieux qu'une forêt parfaite, comme on le dit. Mais la forêt parfaite, c'est celle dans laquelle j'ai réussi à parfaitement adapter chacun des endroits précis dans ma forêt au sol, aux pentes, aux accès, au climat de manière générale. Et donc, je vais trouver des essences variées en fonction des endroits où je me situe. C'est-à-dire que tu peux te déplacer de 100 mètres et tu as des sols qui ne sont pas les mêmes. Et donc, il va falloir que tu adaptes et que tu changes tes essences pour qu'elles soient adaptées au sol que tu as dessus. Et c'est une forêt dans laquelle j'ai une gestion à couvert continu, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de coupe rase. C'est une forêt dans laquelle j'ai fait des prélèvements, c'est-à-dire que j'ai apporté un petit peu de lumière sur le sol par endroit en enlevant les arbres les moins bien conformés ou ceux qui étaient arrivés à maturité. Ça amène un peu de lumière et j'ai une régénération spontanée qui se crée, qui se fait, dans laquelle je vais les travailler. Je vais faire ma même sélection que si j'avais planté. Je vais avoir les mêmes problématiques de protection du gibier que si j'avais planté. Mais c'est une forêt dans laquelle je suis intervenu souvent d'une manière douce. Voilà, je ne l'ai pas stressée, je n'ai pas bouleversé la biodiversité, je l'ai accompagnée au fil du temps et au fil notamment du réchauffement climatique. Donc c'est ça. Ce serait ça la forêt parfaite et en plus de ça, je pense que esthétiquement, c'est nettement plus agréable. Et alors esthétiquement, j'y pense parce que tu as les forêts qui sont bien naturelles, qui sont des belles forêts, je pense à Fontainebleau, des choses comme ça. Et après, tu as des choses comme qui sont très beaux, très belles forêts esthétiquement, mais beaucoup plus normées. Je sais pas si tu vois à Fontainebleau ou dans ces coins... Rambouillet. Rambouillet, tu as des arbres alignés, mais sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres, tu fais ça en vélo. C'est tout clean en dessous. C'est à quelle vocation ce genre de forêt? C'est juste... C'est des forêts de production de bois d'industrie. En général, on va trouver du pin dans ces typologies de forêts, pin sylvestre, pin maritime, pin laricio typiquement. C'est des plantations qu'on a réalisées sur des sols un peu compliqués. Typiquement, dans ces zones de la région parisienne, on a souvent des sols assez pauvres, qui est très filtrant, dans lequel le chêne a de plus en plus de mal, notamment avec le réchauffement climatique, à trouver suffisamment d'eau pour se développer. Et donc, la forêt, l'ONF l'a fait évoluer en allant faire ce type de plantation. Alors effectivement, esthétiquement, c'est pas la même chose. Ça, c'est joli, hein, mais c'est très industriel malgré tout. On voit Manhattan, trop la patte de l'homme, exactement. Et donc on essaye dans nos forêts, typiquement, on s'autonote, on a établi une notation sur un certain nombre de critères, et le critère esthétique en fait partie. C'est-à-dire que quand on va réaliser une plantation, au-delà d'une certaine surface, on veille à avoir plusieurs essences pour casser un petit peu cet effet visuel, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour créer une biodiversité un peu variée au sein de la forêt. Et enfin, si tu vois que les sols, il n'y a pas grand-chose, c'est pas forcément que ça a été... Il n'y a pas un type qui est venu tondre régulièrement comme ça, mais c'est souvent parce que tu vas avoir des forêts très riches, donc tu as un couvert forestier important, donc assez peu de lumière qui vient au sol, et donc une végétation qui spontanément se développe moins. Ok. Toi, ça fait 10 ans. Donc finalement, comme tu le dis, tu es récent dans le business de la forêt. Tu en as acheté, tu en as créé de zéro déjà aussi? Ou pas vraiment? Ou quasiment. On a acheté 500 hectares d'une forêt qui était condamnée à cause d'un parasite qui la détruisait complètement. C'est une forêt d'épicéa. Et donc, on a pris le risque de l'acheter quand même, alors qu'elle était en cours de dépérissement. En général, c'est le genre de chose qui fait plutôt fuir. Mais ça nous a permis de l'acheter dans très très bonnes conditions, parce que pour donner une petite idée, on a valorisé le stock de bois en moyenne à 16 € du mètre cube quand on a fait l'acquisition. Et au fur et à mesure qu'on a purgé les bois touchés, on les a plutôt vendus 35 €. Donc on a fait une assez bonne opération. Et au fur et à mesure des coupes qu'on était contraints de réaliser, on a réalisé des plantations en apportant beaucoup d'essences très variées, adaptées à la situation géographique dans les 50, 100, 150 ans qui viennent. Et ça, réussir, faire ça, c'est pas simple, parce qu'on prend des paris importants dont on voit les résultats que des dizaines d'années plus tard, même encore davantage. On a eu la chance de pouvoir créer quasiment from scratch une forêt. Est-ce qu'il y a un bois de luxe
genre un vrai truc. Tu m'as parlé du chêne, est-ce que c'est le chêne uniquement? En fait, j'ai ça en tête parce que ça se trouve, il n'existe plus, mais moi j'ai une table en palisande du Brésil. Je sais pas si tu vois de quoi il s'agit. Ouais. Je crois que tu peux plus faire de table en palisande du Brésil depuis assez longtemps parce que en fait c'est une espèce qui est protégée. Mais est-ce que finalement, alors si elle est protégée, c'est un peu con parce que si tu t'en fais pousser, mais si avec le réchauffement climatique, je sais pas par quel moyen je réussis à me démerder à faire pousser du palisande du Brésil en Corse ou dans le sud-est de la France, et je réussis à le vendre pour faire des bois. Est-ce qu'il y a des bois stars comme ça? En fait, l'usage du bois a beaucoup évolué. Dans le mobilier, toute la marqueterie a disparu. Et donc, les bois de luxe, comme tu les appelles, voilà, les bois précieux, ont maintenant quasi disparu. Enfin, en tout cas, il n'y a plus du tout de demande pour ça. D'accord. Voilà. Enfin, nos meubles ont changé. Hein, je vois autour de nous, là, c'est pas les meubles de ma grand-mère. Voilà. Et ce sont probablement pas les meubles de nos petits enfants non plus. Donc non, il y a quand même quelques arbres stars. Et très clairement, encore une fois, le chêne en fait partie. Parce qu'il a énormément d'usages. C'est-à-dire que le houppier, la partie branche de l'arbre, va être utilisée pour faire du bois énergie, du bois de chauffage. Sur l'agrume, donc, est la partie, le tronc, qui va faire, mettons, une bonne dizaine de mètres. En moyenne, on doit être à une douzaine de mètres dans nos forêts. Les 4 premiers mètres, je vais les utiliser dans la méranderie, donc pour faire des tonneaux. C'est les arbres les plus qualitatifs qui sont cherchés pour ça, et qui vont peut-être être vendus 400, 500 euros, 600 euros du mètre cube. Et puis les 8 mètres au-dessus, un petit peu moins qualitatif, je vais utiliser pour faire de la charpente, parfois de la menuiserie s'il est vraiment de belle qualité, ce sera peut-être plutôt 250, 300 euros le mètre cube. Voilà. Et donc il est multi-usage, et notamment les usages des plus nobles, en particulier en France, voilà, la tonnellerie qui se fait exclusivement avec du chêne. Des tonneaux, ok, ouais. Après, si je vais sur des trucs un peu plus polémiques, et que je suis allé moi, en Malaisie il y a 2 ans, où j'ai vu de mes propres yeux la palme, de l'huile de palme. Alors là, on n'est plus sur de l'arbre ou non. C'est plus de l'arbre. C'est une plante. Okay. On n'est plus, c'est plus de la production ligneuse. Enfin, je crois pas. Je pense pas dire de bêtises. Et c'est un petit peu comme les palmiers. Non, effectivement, ce sont des plantes. Okay. C'est une herbe finalement, en quelque sorte. Mais oui, là typiquement, mais ça date pas d'hier. Le cèdre du Liban a perdu peut-être 80-90% de sa surface quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Donc la déforestation par l'homme, elle date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose auquel on prête de plus attention. Tu parlais tout à l'heure de politique. Ça, c'est un sujet éminemment politique, évidemment. Oui, il faut le voir pour le croire, parce que c'est vrai qu'on se dit l'huile de palme, il nous emmerde avec ce machin. Quand tu le vois, tu vois des forêts entières, mais tu vois des camions qui se suivent avec des arbres, des troncs comme ça, les uns sur les autres, et que toute la forêt, toute la jungle qui est remplacée par des palmiers. Tu te dis waouh, mais donc les enfants après ils rentrent, ils sont un peu choqués. Les trucs avec de l'huile de palme, ça leur plaît plus du tout. Ils ont changé leur alimentation, très bien. Très jeune d'ailleurs, c'est intéressant. Ok, et donc en France là-dessus, j'imagine qu'on a bien évolué. Bon, en gros. Si je suis honnête avec moi-même, je vais faire ta promo un peu, mais soit j'ai un peu d'argent, je suis un peu passionné, où j'y vais avec 2-3 potes, et puis je me dis on va s'acheter une première forêt, on va mettre entre 500 000 et 1 million d'euros, et pourquoi pas d'ailleurs, et puis on va s'en faire quelques-unes. J'aimerais quand même que tu me donnes un peu des notions de rendement là-dessus, parce que voilà, soit je viens te voir. Il faut avoir à partir de 1 000 euros, j'imagine que je le fais directement sur France Vallée, c'est ça? Oui, sur ton france-vallée.com. Tu peux même rajouter /la martingale. /la martingale, j'y viendrai. Et ça me plaît ça. Et donc France Vallée Investissement. Et là-dessus, tu vas m'expliquer aussi les 2 options. Notamment une option, ce qui m'intéresserait, c'est de dire si je suis très fort et que je le fais avec mes potes et que j'y vais avec passion, qu'est-ce que je peux faire de bien, mais j'imagine que c'est différent, je ne vais pas pouvoir faire une diversification aussi importante que la tienne. Oui, alors en termes de performance, si vous débrouillez très bien, vous pourrez faire à peu près la même chose que nous. Vous aurez pris certainement plus de risques parce que vous aurez moins de variété, moins de diversification géographique, et probablement aussi moins de régularité dans la performance. Mais in fine, on peut très bien imaginer que vous fassiez la même chose, et même pourquoi pas un petit peu mieux, parce que nous, pour faire tout ça, on prend quelques frais que là tu n'aurais pas. Par contre, tu aurais quand même l'obligation de t'entourer d'un certain nombre de spécialistes, parce que ça ne s'invente pas. D'abord, en plus de ça, tu as des réglementations à suivre qui sont imposées régionalement.
Et donc, tu auras un coût d'accompagnement. Mais la performance que tu peux en faire, tu pourras peut-être tirer 2% de rendement annuel en moyenne sur très longue période. Alors, tu as des années sans rien, des années avec beaucoup plus. Mais en moyenne, en fait, grosso modo, tu récupères à peu près l'accroissement naturel, un petit peu plus. Okay. Et ensuite, tu vas avoir l'évolution de la valeur de ta forêt. Donc, soit tu prélèves moins que l'augmentation du stock et elle prend de la valeur mécaniquement. Et en plus, va se rajouter l'effet offre et demande de la forêt. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui, le bois, il se répand à peu près partout où il y avait des produits dérivés du pétrole. Aujourd'hui, on est capable de faire un écran de téléphone tactile avec de la pulpe de bois. C'est pas encore industrialisé, mais on a des démonstrateurs, des moyens physiques de le faire. On utilise évidemment le bois pour remplacer le plastique où il est, alors pas seulement les gobelets, les pailles, mais même dans les vêtements, 30% des textiles aujourd'hui sont faits avec de la fibre de bois. Okay. Ensuite, tu vas le trouver de plus en plus dans la production d'énergie parce que c'est une ressource renouvelable infini, j'ai envie de dire, et qui est beaucoup moins qu'un bilan carbone beaucoup moins élevé que le fuel domestique, hein, c'est 3-4 fois moins. Et puis ensuite, tu vas le trouver dans la construction. De plus en plus en Europe, on est très en retard là-dessus, mais il y a un phénomène de rattrapage par rapport aux États-Unis, pays nordiques, ou au Japon même, on construit à 90% en bois. Et tout ça, ça déverse une énorme demande pour ce matériau sur des forêts qui ne sont pas capables de produire beaucoup plus. Et donc mécaniquement, la valeur des forêts a augmenté depuis la fin des années 90. Sur les forêts de plus de 50 hectares, c'est 4-5% par an d'augmentation. Alors ça ne veut pas dire que ça va continuer dans les années qui viennent, mais on est convaincus, nous, que voilà, compte tenu de cette demande pour le bois, ça devrait continuer dans les décennies qui viennent. Et donc, venir se rajouter... 2%, ça c'est le rendement hors valeur du foncier, quoi, valeur du terrain. Donc, tu peux avoir un 2%, tu mets 100 balles ou 1000 euros, tu vas gagner 20 euros par an. C'est pas sûr, hein, encore une fois, mais c'est des estimations. Plus tes 1000 euros, au bout de 10 ans, pourraient en valoir 1200 ou... c'est ça. Okay. Et en fait, quand tu regardes, nous, nos fonds, sur les dernières années, typiquement, le GFI France Valais Patrimoine a la valeur de part augmenté entre 4 et 6% par an. Encore une fois, je précise, c'est pas garanti, ça veut pas dire que ça fera la même chose l'année qui suit. Performance passée, ne présage pas des performances futures. Ok. Mais c'est une réalité, mais on a aussi quelques convictions autour du sujet. Donc c'est ça qu'on a donné comme performance à nos investisseurs. Sachant que là-dessus, il y a un petit avantage dont on n'a pas trop parlé, voire qui devient un très gros avantage, c'est l'avantage fiscal. Parce que tu as quand même, on parlait tu disais que tu es éminemment politique, il y a des atouts fiscaux qui ne sont pas négligeables sur les forêts. Hein. Oui, et qui ne datent pas d'hier. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on dit que ce ne sont pas des niches fiscales, mais c'est une fiscalité adaptée à la forêt. En l'occurrence, depuis 1930, quand tu transmets une forêt à tes enfants, tu as fait ton opération avec tes copains, à un moment, vous décidez tous ensemble de transmettre à vos enfants. En principe, tu devrais payer des droits, les droits de transmission. Et bien là, tu vas les calculer en appliquant un abattement de 75% sur la valeur des forêts. Donc en fait, tu ne payes des droits que sur 25% de la valeur de la forêt. Et ils ont fait ça parce que en 1930, ils se sont dit au fond, je taxe du bois, qui est une récolte future, qui va être taxée en tant que récolte, et à côté j'ai un sol. Et donc en fait, les droits ne devraient s'appliquer que sur le sol. Et au même titre que j'ai un champ, tu taxes pas les revenus futurs du colza, du tournesol de l'année suivante, du maïs de l'année d'après, etc. Et donc on taxe que la valeur du sol. Ils ont dit voilà, ça faisait 75-25 à peu près à l'époque, c'est à peu près toujours le cas aujourd'hui. Okay. Et donc tu as un abattement de 75% sur les droits de transmission. Ça c'est le premier dispositif. Le second... Donc la transmission à ses enfants, c'est un bon plan. Okay. C'est un bon atout. Ça, je l'avais en souvenir du premier épisode. Et on a une part non négligeable de nos investisseurs qui sont en fait des familles qui organisent leur succession. Ensuite, il y a une réduction d'impôt sur le revenu au moment où je réalise mon investissement dans notre groupement forestier, parce qu'en fait, notre groupement forestier, c'est une petite PME. On travaille avec une cinquantaine de gestionnaires qu'on fait travailler partout en France. On est exploitant de nos forêts, donc c'est une activité économique qui, en tant que telle, est considérée comme une PME, et donc éligible au dispositif dit IR-PME. Et donc j'ai une réduction de 18% du montant de mon impôt, en contrepartie du risque de perte en capital, en contrepartie du fait que mes parts sont bloquées pendant une durée de 5 à 7 ans. Et tout ça dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros. Donc si je mets 1 000 euros, je vais en avoir que 820. C'est ça, exactement. En fait, il y a 18% qui me sont, si je paye de l'IR, qui me sont... Donc ça rajoute une performance à l'entrée à ton investissement. Voilà. Ouais, c'est pas dégueu. Et il y a un truc pour ceux qui payent de l'IFI, c'est ça ? En fait, l'investissement dans une forêt, c'est un peu le même principe que le dispositif d'abattement pour les successions. Okay. Tu es taxé sur la partie foncière, donc sur 25%.
Quand par contre, donc tu as l'IFI sur 25% de la valeur de ta forêt, ça encore une fois, tu fais ça avec tes quelques amis. Si tu investis dans un de nos fonds, comme c'est une PME, en fait ton investissement n'est pas du tout taxé à l'IFI. Donc tu es exonéré d'IFI en investissant dans un groupement forestier d'investissement. Ouais, donc c'est de l'argent qui est sorti de cette assiette. Ok. Et les 3 sont potentiellement cumulables. Absolument, elles le sont. Oui. Transmission, revenu, IFI. Et typiquement en ce moment, on a une gamme de groupements forestiers qu'on appelle les GFI France Valais Forêt, qui donnent une réduction d'impôt sur le revenu au moment de l'investissement, donc de 18%. Et ces groupements forestiers donc, vont acheter des forêts, constituer un patrimoine, et une fois que le patrimoine sera constitué, les investisseurs pourront le transmettre à leurs enfants en ayant un abattement de 75% par transparence sur les forêts qui sont dans le GFI. Donc je peux le faire de mon vivant comme ça, si je ne suis pas obligé d'attendre ouais, tout à fait. de faire une donation. Je peux faire une donation là comme ça. Ouais. Et du coup, c'est des donations, parce qu'il y a des limites dans les donations, non tu connais En l'occurrence, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. Tu peux mettre 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 50 000 euros. Tu n'as pas de contrainte de durée de détention quand tu investis dans un de nos groupements. C'est-à-dire qu'en théorie, tu pourrais faire acheter, vendre, oui, ce que j'allais dire, vendre. En fait... Dans la pratique, je déconseille parce qu'on est quand même pas très loin de l'abus de droit. Ouais. Mais on voit des familles organiser leur patrimoine comme ça, et ensuite les héritiers. Donc attends, je redis, hein, mais j'achète, je suis très fortuné, j'achète 1 million d'euros de forêt chez toi, je la lègue à mes enfants, je suis exonéré sur 75%. Et mes enfants la vendent dans 3 ans. Ils ont attendu un peu quand même. Et ben c'est bon, salut, au revoir. Absolument. Ok. Voilà. Et donc tu auras économisé, tu vois, au lieu de payer 40% de droits sur 1 million, tu auras payé 40% sur 250 000. Ok. Voilà, donc l'impact est considérable. Considérable. Bon, gardez-le un peu, encore une fois, pas d'abus de droit, on va pas faire changer la loi à cause de la martingale, mais... ok. Ouais, donc tout de suite, au-delà du... J'avais pas vu l'aspect fiscal, mais au-delà de l'aspect de la rentabilité qui peut aller jusqu'à 4, 5, 6%, qui est déjà pas dégueu, en fait, tout à l'heure, si tu mets le tout cumulé. Tout ça, en plus, pour planter des forêts, en fait, il n'y a pas trop de raison de pas y aller. Tu me permets d'y aller, je sais pas... moi, j'aime bien y aller... pas all-in d'un coup. Est-ce que tu peux me faire un truc où je mets, je sais pas, alors tu me disais que c'est à partir de 1 000 euros, mais où tu me prélèverais 100 euros par mois, ou non, il faut faire 1 000 euros par an, par exemple, ou... On n'a pas organisé les choses sous forme d'abonnement ou de prélèvement, mais c'est évidemment parfaitement possible. Et d'ailleurs, on a beaucoup de nos investisseurs qui le font comme ça. C'est-à-dire que chaque année, ils le font en utilisant le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu, et ils le répètent, et progressivement se constitue un patrimoine, un fonds de portefeuille en quelque sorte, un fonds de patrimoine qu'ils vont pouvoir transmettre à leurs enfants dans de bonnes conditions. Et donc le bon moyen pour le construire, effectivement, c'est d'y aller petit à petit, d'avoir différents millésimes. Et je peux pas l'acheter pour mes enfants directement, d'ailleurs ? C'est-à-dire à leur nom ? Ça supposerait que tu leur fasses une donation préalable. Ouais. Et là, tu serais 1 000 taxé euros plein par pot. an, ok. Ouais. Si, sous forme de cadeau, mais... Sous forme de cadeau, ouais. 1 000 euros par an, mine de rien, tu dis, pour tous ceux qui font, au lieu de mettre 100 balles par mois sur tu vois, un livret, tu te dis finalement, sur tes enfants qui vont naître, qui ne sont pas encore nés, ou qui sont nés, finalement, c'est pas complètement idiot. Tu leur donnes 1 000 euros et t'investis pour eux. Ouais, ok. Super intéressant. On a oublié de couvrir des choses ou pas ? Est-ce que tu as un secret ? Est-ce que tu as appris un secret de ouf en faisant tout ça ? Un truc qu'il fallait pas faire ou un truc qu'il fallait absolument faire ? Je sais pas de secret comme ça qui me vient à l'esprit. Simplement, ce qu'il faut considérer, c'est que, encore une fois, la diversification est importante. Et donc, on a beaucoup parlé là, de forêt en France. Nous, on a ouvert, il y a 3 ans, les investissements en Europe. On couvre 10 pays aujourd'hui. Mmh. On est présent tout autour de la mer Baltique, donc Suède, Finlande et les 3 pays baltes, où il y a 75% des échanges de bois du monde se font là-bas. C'est fou. Donc des échanges, pas des productions. Hein. Oui, des échanges, ouais. Donc on ne peut pas investir en forêt sans être là-bas. Donc on a décidé de s'y implanter. Donc on couvre ces 5 pays aujourd'hui. On a rajouté la Roumanie, où on a des forêts de chênes en devenir absolument magnifiques. C'est une réserve de chênes fantastique pour dans quelques décennies. Elles sont encore jeunes aujourd'hui parce qu'elles ont été complètement détruites au début de l'ère soviétique. On est présent en Allemagne, on est présent en Irlande, et à chaque fois, chaque pays a des caractéristiques particulières. Les marchés du bois sont particuliers. Et donc s'il devait y avoir un secret, mais partagé par tous les investisseurs un tout petit peu chevronnés, c'est diversifier et aller chercher ces différents marchés, ces différents climats, ces différentes essences. Donc c'est quelque chose qu'on
offre aussi, là aussi avec le même cadre fiscal, sauf qu'il n'y a pas d'abattement sur les successions pour les forêts non françaises. Voilà. Ok. Mais sur la IRPME, ça fonctionne très bien. Et puis après, c'est des secrets de fabrication, et là, on a une équipe de 12 personnes qui sont des ingénieurs forestiers qui sont capables de choisir les essences, les sols, pourquoi couper celui-là au profit de tel autre, comment on gère nos forêts. Donc c'est un métier d'ingénieur d'une richesse folle. Et vous avez eu des katas? D'ailleurs, ça m'intéresse parce que pour ceux qui se disent non, mais moi je m'en fous, en fait, il est sympa, mais Vous avez eu des katas dans vos forêts? Oui, de manière assez limitée, mais on en a eu. Aujourd'hui, tu vois, on gère 45 000 hectares. Ok. Sur 45 000, on a dû avoir 60 hectares d'incendie. Donc, c'est pas grand-chose Mais rapporté t'es à la couvert, surface non? totale. En plus de ça, on est couvert sur nos incendies. Alors, elle couvre pas à 100%. L'assurance, elle permet de replanter, en fait. Elle finance la replantation et les entretiens qu'il faut réaliser. Donc finalement, à partir du moment où tu choisis des situations géographiques où les risques sont moins importants, tu diminues drastiquement ton risque d'incendie. Je te dis 60 hectares sur 45 000, sur 10 dernières années, c'est pas grand-chose. Ensuite, tu as le risque de tempête, qui lui peut se produire n'importe où, c'est-à-dire que géographiquement, tu peux pas choisir un endroit où il n'y aura pas de tempête, ou à peu près. Et donc là, ça peut se produire à peu près n'importe quand. Et donc on a là aussi en France des couvertures d'assurance qui font que quand tu as un coup de vent, que tu as quelques arbres qui tombent, finalement tu vas plutôt gagner plus d'argent que s'il n'y avait pas eu de tempête, parce que non seulement tes arbres sont tombés, donc tu vas les revendre, et tu touches l'assurance en plus. Par contre, si tu as une très grosse tempête... Les assurances, ils nous écoutent, ils vont dire... Non, mais ce qu'ils vont comprendre, c'est la suite, c'est que si par contre il y a une tempête nationale, comme on a pu avoir en 99, là pour le coup, le cours du bois s'effondre, il a perdu 70% de sa valeur en 2000-2001, donc ton bois tu le revends, mais tu le revends pas beaucoup. Ah oui, parce qu'il y en a trop sur le marché. Il y en a trop sur le marché, et donc même ton assurance ne te couvre plus. Donc nous, l'idée, c'est que tous nos petits coups de vent, finalement, viennent payer une assurance globale pour faire en sorte que, si ça se produit dans 20 ans, on est quand même pu, finalement, assurer progressivement avec ces petits Parce que ça se stocke mal, le bois, hein, ça vieillit pas si bien. C'est compliqué, c'est coûteux. C'est coûteux, ouais. Ouais, parce que, à 120 balles le mètre cube, combien te coûte le stockage par an? Je saurais pas dire, mais tu vois, typiquement, les grandes tempêtes qu'il y a eu dans les Landes, quand tu t'y promenais, tu voyais des énormes tas de bois qui étaient sous jet d'eau, qu'on arrosait en permanence pour les conserver. Et ça coûte un peu d'argent. Ok, bon, francevallée-vallée, donc .com, il y a un numéro de téléphone, ça c'est bien, j'aime bien les sites avec des numéros de téléphone, ça revient à fond, comme ça on peut vous appeler. Tu bosses pour des particuliers, des institutionnels, des distributeurs. On peut t'ajouter, toi, peut-être sur LinkedIn, tu postes un peu? Oui, bien sûr. Ok, Arnaud Filol, alors Filol on dit? Fillol. F-I-L-H-O-L. F-I-L-H-O-L. Sur LinkedIn, je mettrai le lien, évidemment. Est-ce que, Arnaud, toi, tu as une petite martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement qui n'est pas dans le bois? Un endroit où tu investis, où tu te marres, où tu as fait des gros coups. Écoute, je suis en train de m'intéresser au domaine de l'art, où il y a des choses intéressantes à faire, et je commence à regarder un petit peu ça avec beaucoup de prudence, hein, parce que quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on n'est pas de ces milieux-là, on peut vite se tromper. C'est des choses qui pourraient m'amuser en tant qu'investisseur, hein, pas forcément pour les pendre, les suspendre chez moi. C'est un truc que je regarde en ce moment. Sinon, j'ai un petit peu d'investissement en dette privée, que j'ai fait là. Comment tu l'as fait? Sur quelle plateforme ou par quel moyen? En direct. En direct dans des fonds. Ouais. Ok. Très intéressant. Écoute, tu me diras avec qui, comment, et puis comme ça on pourra aller creuser la dette privée aussi. J'ai fait des épisodes sympas sur l'art, il faudra que j'en refasse bientôt parce que c'est intéressant, et en effet il faut quand même être reconnaisseur parce que le petit tableau qui te plaît bien dans la galerie, tu peux avoir de la chance, mais c'est assez rare quand même. Super intéressant. On va sur donc france-vallée.com / la martingale. Et alors qu'est-ce qu'on a vous allez trouver un petit écran d'accueil spécifique pour les gens qui nous auront écoutés aujourd'hui, à partir duquel ils vont pouvoir retrouver l'ensemble de notre offre. Est-ce qu'on a un petit avantage, si on vient de ma part? Vous serez très bien traité. Il n'y a pas un petit... non, tu peux pas faire un... Non, parce qu'on travaille, la quasi-totalité de notre activité se fait avec les conseillers en gestion de patrimoine, donc des banquiers privés qu'on vous conseille d'aller voir, et on ne s'amuse pas à leur faire concurrence avec des offres... D'accord, parce que vous êtes redistribué aussi par des conseillers en gestion de patrimoine. Oui.
Ok. Très cool. Eh ben écoute, merci beaucoup Arnaud pour tout ça. On va vous suivre et puis voilà, j'ai un épisode très complémentaire au premier qui me donne aussi pas mal envie d'y aller. C'est le temps long hein, qui... en fait, ce qui est intéressant, tu vois, moi j'aime bien l'investissement dynamique, me dire mon investissement, il sert à quelque chose. Et souvent, quand je pense sert à quelque chose, je pense à l'économie, tu vois, tout de suite à rentrer dans un circuit qui va... tu vois, je reviens des États-Unis, là, quand on enregistre, bon, voilà, je suis à fond là-dedans. Là, c'est un peu différent. Et je trouve ça intéressant dans la complémentarité, c'est qu'il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose à plus long terme. Il sert aussi à mes enfants sous plein d'aspects pour le préservement climatique peut-être de la terre, etc. Et puis aussi pour potentiellement leur portefeuille. Donc why not ? C'est intéressant. Ouais, absolument. Non, bon. La forêt est au cœur de beaucoup de sujets économiques, climatiques, environnementaux. Intergénérationnel. Ouais. Bon, merci pour cet épisode passionnant. À plus alors. Avec plaisir. Salut à tous. J'espère que ça vous a plu et que vous allez réfléchir à tout ça, notamment sur certains patrimoines qui commencent à être conséquents. Je pense que c'est intéressant. Ou si vous avez des enfants ou des enfants en devenir, on va penser à la forêt maintenant. C'est intéressant. À plus. Bisous. Salut.